Chers élèves, ravi de vous voir encore une fois et j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, je vous propose une activité de langue. Après avoir vu les figures de style, d'analogie et d'opposition, et aussi les figures de style d'amplification et d'atténuation, aujourd'hui, je vous propose les figures de répétition et de substitution, à savoir la troisième famille. À la fin de cette séance, vous allez être à même d'identifier les figures de répétition et de substitution et vous allez être à même aussi de préciser leurs effets de sens. Passons maintenant à une petite réflexion concernant la figure de style. Donc, vous voyez, chers élèves, qu'on a ici on a deux parties, à savoir figure et mot et style. Donc, dans un monde où nous vivons, vous savez déjà que l'ensemble des mots utilisés désignent des indications dans le monde réel. Ça veut dire chaque chose qui se trouve dans le monde a une signification. Ce sens-là, qui est déjà fixé par le dictionnaire, s'appelle le sens dénotatif. Alors, dans le monde d'écriture, les mots ne sont pas les mêmes. Donc, il y a un certain glissement. Le narrateur, ou bien l'auteur, quand il imagine un texte, il est dans le monde onirique. Et ici, on trouve qu'il y a un petit décalage entre le sens qui est déjà fixé par le dictionnaire et le sens, l'autre sens, à savoir le sens connotatif. D'accord? Donc, l'écriture romanesque est une écriture imagée qui cherche à produire une esthétique. Donc, il ne ressemble pas à l'écriture ordinaire. C'est pour ça que la figure de style est un moyen parmi les autres moyens utilisés pour mettre cette valeur esthétique dans le texte littéraire. Donc, je vous propose, chers élèves, la définition de la figure de style proposée par le Petit Larousse illustré. Il s'agit d'une modification de l'emploi des mots. Donc, il s'agit d'un petit changement qui donne plus d'originalité à l'expression de la pensée. Commençons par la première partie de notre leçon, à savoir la famille des figures de répétition. Donc, je vous invite de vérifier et d'examiner le corpus suivant. Un petit garçon de 6 ans dressait un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Deuxième énoncé, les robes étaient tantôt bleu ciel, tantôt rouge sang. Donc, je vous invite maintenant de voir est-ce qu'il y a des mots qui se répètent dans ces énoncés. Donc, le fait de les vérifier, regardez aussi leur place et leur fréquence. Donc, on remarque dans le premier énoncé une petite répétition du mot moineau. Regardez le mot moineau, il se répète 2 fois, mais quant à sa place, le mot se répète dans 2 places différentes. D'accord? Deuxième énoncé, la même chose, je crois que vous avez remarqué que l'adverbe tantôt tourne 2 fois, se répète 2 fois, mais dans deux places qui sont différentes puisqu'on est dans la même phrase et le même énoncé. Donc, la figure de style qui consiste à répéter des mots dans des places différentes d'une manière irrégulière s'appelle la répétition. Normalement, dans la langue, répéter est considéré comme une maladresse grammaticale. Mais ici, la répétition est dans le sens d'insistance et le narrateur insiste sur des éléments parce que le moineau déjà dans l'incipit signifie la liberté puisque l'enfant souffre de la solitude. Ici, tantôt, tantôt veut dire il y a une petite répétition pour signifier que l'alternance entre ces deux, quand les robes prennent la couleur bleu ciel et les robes prennent la couleur rouge sang, surtout dans la veillée des Gnawa. Récapitulation concernant la répétition. Donc la répétition consiste à reprendre les mêmes termes sans aucune modification lexicale. La répétition peut être une faute de style, mais elle peut aussi exprimer une idée. Passons maintenant au corpus 2. Toutes les deux avaient connu des temps meilleurs. Toutes les deux ont gardé une attitude guindée, une distinction désuète. Deuxième énoncé dans le corpus 2, attendre. Attendre de devenir un homme. Attendre de mourir pour renaître au bord du fleuve Salsabil. Attendre.
Donc, déjà, lors de la réception de ces deux énoncés, on remarque qu'il y a des termes qui tonnent, qui se répètent. Donc, on va analyser le premier énoncé. Vous avez remarqué que toutes les deux, le début de la proposition, toujours, on a deux propositions ici juxtaposées, mais on remarque que l'expression toutes les deux se répète deux fois. Mais tâchez de voir la place de cette répétition. Deuxième énoncé, regardez attendre, déjà on a tout un énoncé. Deuxième énoncé, attendre de devenir un homme. Attendre une autre proposition marquée par la virgule, et aussi le texte finit par un autre énoncé à part. Donc on a le mot attendre qui se répète toujours en tête de la phrase. Donc il y a une petite affinité concernant la répétition, et la figure qu'on va vous dire maintenant, c'est qu'il s'agit toujours de la répétition. Seulement que ce genre de répétition, on sent qu'il y a une répétition ordonnée, alors que dans la répétition, la première figure de style, c'est une répétition aléatoire. Donc cette figure de style qui consiste à répéter un mot ou bien une expression en tête de l'énoncé s'appelle l'anaphore. Donc qu'est-ce qu'une anaphore? L'anaphore consiste à répéter le même terme de la même expression en début de chaque phrase ou de paragraphe. Il rythme la phrase, souligne un mot, une obsession et dégage un thème. Passons maintenant au corpus 3. À 10 ans, on parcourt seul tout le quartier, on discute avec les marchands, on sait écrire au moins son nom, on peut consulter une voyante sur son avenir, apprendre des mots magiques, composer des talismans. Le narrateur, à 10 ans, ne dénombre les actions qu'il pouvait faire. Passons maintenant à l'énoncé 2. L'atmosphère de vapeur, les personnages de cauchemar qui s'y agitaient, la température, finirent par m'anéantir. Donc nous remarquons dans le premier énoncé qu'il y a une répétition, mais des verbes qui commencent des propositions. On parcourt, on discute, on sait, on peut. Donc ici, il s'agit d'une énumération. Le narrateur énumère et dénombre les actions qu'il pouvait faire lorsqu'il avait 10 ans. La même chose dans l'énoncé 2, l'atmosphère de vapeur, les personnages. Donc il nous décrit ici un tableau du bain mort qui se compose de l'atmosphère et des personnages et de la température. Donc le fait de dénombrer un ensemble et un panel de mots, c'est une figure de style qui s'appelle l'énumération. Donc l'énumération est une figure de style qui consiste à dénombrer divers éléments dont se compose un concept générique ou une idée d'ensemble, éventuellement à des fins de récapitulation. Récapitulons la première partie de notre leçon, à savoir les figures de répétition. Donc, cette famille se compose de trois figures de style majeur, à savoir la répétition, c'est le fait de répéter des mots à des places différentes dans l'énoncé, ou bien l'anaphore qui ressemble à la répétition, mais seulement il y a ici un caractère ordonné et un caractère équilibré. Ça veut dire le fait de répéter une expression ou bien un mot en tête de la phrase, c'est une anaphore. L'énumération, par contre, on dénombre un ensemble d'objets, de parties à l'intérieur d'un tout. Donc l'énumération, on énumère l'ensemble d'actions ou bien l'ensemble d'adjectifs, donc ça dépend. Ce qu'on énumère, on dénombre. Donc en général, les figures de répétition se composent de trois figures de style saillantes. Passons maintenant à la deuxième partie de notre cours, à savoir les figures de substitution. D'accord? Pour la substitution, substituer, c'est le fait de remplacer. Donc la langue nous offre un florilège de mots et d'expressions, et pour éviter la répétition, on recourt à la substitution. Donc vous trouvez ici, il y a une certaine ressemblance, car la langue, le récepteur n'accepte pas de voir les mêmes mots se répéter à chaque fois. Donc la substitution
dans cette liberté qu'offre la langue au producteur ou bien au narrateur pour diversifier ses choix et ses mots qu'il utilise. Alors, qu'est-ce qu'une substitution? La substitution consiste à remplacer le terme attendu par un autre terme porteur d'un sens nouveau. Donc, le fait de remplacer pour éviter la répétition. Et aussi, c'est un enrichissement. Donc, nous allons examiner ici le corpus 4. Autour de moi rôdaient les genoux, les démons noirs invoqués par la sorcière. Deuxième énoncé, je me levais de bonne heure pour aller au Msid, école coranique située à 2 pas de la maison. Donc, réfléchissez bien sur ces deux énoncés, vous allez voir qu'il y a tout un mélange d'un vocabulaire marocain, d'accord, et aussi de la langue française. Donc, on trouve ici des mots qui appartiennent à la culture marocaine. Donc, le fait de dire les genoux, dans l'énoncé 1, dans le corpus 4, un récepteur français ou bien un récepteur francophone ne peut pas comprendre ce mot-là, bien sûr. Pourquoi? Parce que le mot genoun ne fait pas partie de lexique français. Mais le narrateur a employé une équivalence à ce terme-là, les démons noirs. Donc le fait de mettre un mot juxtaposé de sa définition, c'est une figure de style pour expliquer le mot genoun, donc c'est une périphrase. La périphrase, c'est le fait de mettre une explication ou bien un ensemble de termes pour expliquer ou bien pour désigner un autre mot. Deuxième énoncé, je me levais de bonne heure pour aller au Msid. Bien sûr, le mot Msid aussi ne figure pas dans la culture française et dans le lexique français, mais on a à côté école coranique. Donc ici, on juxtapose, comme le premier exemple, le mot à côté de sa définition. Donc il s'agit ici d'une deuxième périphrase. Donc seulement pour attirer à votre attention qu'il s'agit ici de la dimension ethnographique de l'œuvre dans laquelle le narrateur, à savoir le Sidi Mohamed ou bien le Ahmed Sfraoui, l'auteur, puisque ici c'est un roman autobiographique, c'est la mise en œuvre de la culture marocaine à travers le métissage et le mélange des mots d'origine arabe avec des explications en français. Donc c'est une promotion de la culture marocaine. Alors, qu'est-ce qu'une périphrase? Donc la périphrase consiste à remplacer un mot par sa définition ou par une expression plus longue. Dire en plusieurs mots ce qu'on pourrait dire en utilisant un seul terme. Cette figure est employée souvent pour enrichir le style ou définir des mots nouveaux. Examinons le corpus 5. L'usine est en grève. Manquer de tête. Socrate a bu la mort. Il a perdu sa langue. Ahmed Sefraoui était une grande plume. J'ai lu un Molière. Donc le fait de recevoir ces énoncés nous interpelle à bien des égards. D'accord? Cela nécessite une certaine réflexion. Lorsque je dis l'usine est en grève, je sais que déjà le mot usine ici comme groupe nominal sujet, il y a une certaine incompatibilité avec le groupe verbal, parce que l'usine en tant que lieu ne peut pas se mettre en grève. Mais ici, ce qu'on signifie ici, c'est l'usine, les ouvriers qui travaillent à l'usine. Donc ici, on a désigné le contenant pour le contenu. D'accord? Le contenant, c'est l'usine, et le contenu sont les ouvriers qui sont à l'usine. Manquer de tête. Bien sûr, ici, ce n'est pas la tête, mais la tête qui contient de l'intelligence. On dit à quelqu'un, tu as manqué de tête, ça veut dire tu n'es pas très intelligent. Ou bien, on a aussi l'effet pour la cause, donc manquer la tête, c'est la même chose, la même relation logique, à savoir le contenant pour le contenu. On passe ici maintenant à la deuxième règle, l'effet pour la cause. D'accord? Socrate a bu la mort, donc la mort est un effet, est une conséquence. Donc,
Donc, on a désigné ici la mort, mais ici, on disait on ne peut pas boire de la mort, mais Socrate a bu du poison qui a provoqué la mort. Donc, la relation logique ici, l'effet pour la cause. Donc, vous trouvez ici qu'on remplace avec une expression qui entretient une relation logique avec une autre expression. Donc, c'est comme un petit calcul mental, une gymnastique cérébrale. Suivant, il a perdu sa langue, donc, ou il a perdu la parole, puisque la langue génère la parole. Troisième élément logique, l'instrument pour l'utilisateur. Ahmed Sefrioui était une grande plume, donc la plume ici désigne l'écrivain. On a aussi une autre relation logique lorsqu'on on désigne l'auteur au lieu de désigner l'œuvre. J'ai lu un Molière, on ne peut pas dire la personne, mais on dit ce que les productions littéraires de Molière. Donc Molière ici désigne l'œuvre de Molière. Donc vous voyez ici que cette figure de style qui consiste à mettre une relation logique entre un élément avec un autre élément, c'est la métonymie. Donc la métonymie, on parle de métonymie quand on remplace un terme par un autre terme qui ne désigne pas la même chose, mais qui lui est lié par un rapport logique. Alors que dans la périphrase, on trouve un ensemble de mots qui désignent la même chose. Et on explique la définition du terme, c'est-à-dire on prend une définition pour expliquer un terme. Alors que dans la métonymie, il y a un lien subtil, un lien très fin, où il faut mettre cette relation logique pour trouver le mot substitué. Passons maintenant au corpus 6. Elle se leva pour regarder par la fenêtre, rencontra les yeux d'une voisine penchée, elle aussi sur la balustrade, contemplant le patio vide. Deuxième énoncé, ma mère, prise dans le tourbillon, émergeait de temps en temps d'une masse de jambes et de bras. Donc cherchez ici des éléments qui interpellent la réflexion, rencontrer les yeux, ma mère prise dans le tourbillon jusqu'à masse de jambes et de bras. Donc on va essayer de comprendre pourquoi on a rencontrer les yeux. Est-ce qu'on peut dissocier les yeux de la personne? D'accord? On trouve, c'est comme il y a une partie qui est tronquée pour désigner une partie. On a désigné une partie pour remplacer un tout. La même chose pour le deuxième énoncé. Une masse de jambes et de bras, on ne peut pas dissocier les jambes et les bras des personnes. Donc, le fait de désigner une partie, d'accord, par le tout pour remplacer un tout, ou bien désigner le tout par une partie, cette figure de style s'appelle la synecdoque. Donc, la synecdoque est une figure de substitution particulière consistant à utiliser la partie pour le tout ou le tout pour la partie. Dans la synecdoque, l'auteur prend le plus pour le moins ou le moins pour le plus. D'accord? On peut par exemple, si je dis ma voiture est en panne, ce n'est pas la voiture puisque la voiture présente le tout, mais il s'agit du moteur qui est en panne. Donc, on a désigné le tout par la partie, ou bien le contraire, la partie par le tout. Donc, toujours il y a cette relation de réciproque pour désigner la synecdoque. Les figures de substitution, récapitulation. D'accord? Donc, pour les figures de substitution, on a trois figures monumentales. Premièrement, la périphrase, qui consiste à juxtaposer le mot à côté de sa définition. Alors, la deuxième partie de cette famille, c'est la métonymie. La métonymie nécessite une petite réflexion, nécessite un regard très très fin pour trouver le lien qui est très très fin, qui unit entre la partie présentée et la partie cachée. Alors que dans la synecdoque, on a tout un tout et on choisit, on focalise sur une petite partie pour attirer l'attention. D'accord? Donc ici, la synecdoque, c'est pour, on désigne la partie pour la mettre en valeur. À votre tour, chers élèves, maintenant, de vérifier ces énoncés
est d'identifier les figures de style dans les énoncés suivants et préciser leur effet. Donc, je vous donne le premier énoncé et je vous donne aussi le temps pour réfléchir. Après, on va passer à la correction. J'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées. Donc, vous vérifiez bien ici, regardez l'énoncé, lisez-le 2 fois. D'accord? Deuxième énoncé, le couplet faisait ainsi son entrée dans le quartier. Voilà. Troisième énoncé, mais avec la gueuse du premier étage, la femme du fabricant de charrues. Quatrième énoncé, une bonne impression, impression de netteté et de paix. Les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour, se préoccupaient moins de leur avenir, ne se plaignaient plus de leur douleur des reins, des omoplates ou du ventre. Aucun démon ne les tourmentait. Énoncé 6. À 10 ans, on est presque un homme. À 10 ans, on parcourt tout seul le quartier. On passe maintenant à la correction. D'accord? Donc, j'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées. Donc, le mot tête ici, partie du corps. On ne peut pas trouver seulement les têtes isolées du corps. Donc, il s'agit ici de la synecdoque. Deuxième énoncé, le couplet faisait ainsi son entrée dans le quartier. Donc, le couplet, c'est un morceau d'une chanson. Donc, c'est une partie d'une chanson. Le couplet ici, c'est pour ne pas dire la chanson, le couplet de la chanson. Donc, il y a déjà ici une partie qui est tronquée. Il s'agit ici d'une métonyme. Troisième énoncé, mais avec la gueuse du premier étage, la femme du fabricant de charrues. Une gueuse signifie une mendiante, mais donc la Zoubida, qui était en dispute avec Ahma, a expliqué que la gueuse du premier étage, la femme du fabricant de charrues, c'est pour montrer que la première partie est égale à la deuxième partie. La gueuse du premier étage est égale à la femme du fabricant de charrues. Une bonne impression, impression de netteté et de paix. Donc, on a le mot impression qui se répète 2 fois. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas une maladresse grammaticale, mais ici, on cherche à insister sur le mot impression. Donc, il s'agit de la figure de style, de la répétition. La suite de l'exercice, les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour, se préoccupaient moins de leur avenir, ne se plaignaient plus de leur douleur des reins, des omoplates ou du ventre, aucun démon ne les tourmentait. Donc vous voyez ici que le narrateur énumère les actions des femmes, cessaient, se préoccupaient, se plaignaient, leur douleur des reins. Donc voilà, la première partie d'énumération, c'est une répétition verbale. Après, on est passé à des noms comme leur douleur de reins, des omoplates et du ventre. Donc, on trouve ici une répétition des mots, mais des actions qui n'ont pas une relation. Donc, c'est une énumération parce qu'il n'y a aucune relation entre cesser et préoccuper, seulement la classe grammaticale. Le dernier énoncé, à 10 ans, on est presque un homme. À 10 ans, on parcourt tout seul le quartier. Donc ici, le fait de répéter, donc c'est une répétition, mais seulement une répétition ordonnée, parce qu'à 10 ans, le complément circonstanciel du temps se répète en tête de la phrase. Donc il crée une certaine musicalité et un rythme. Donc le fait de répéter une expression en tête de la phrase, c'est la figure de style de l'anaphore.